Vous êtes chargé de la santé et l'accès aux soins. Le gouvernement veut restreindre les conditions d'accès et réduire les soins pris en charge lorsqu'on évoque l'aide médicale d'État, la fameuse AME. Bon, l'AME pour les étrangers, est-ce que ce n'est pas une pompe aspirante ? Finalement, un signal qu'on donne à des étrangers de venir en France, et alors que cette AME n'existe pas en Italie, en Espagne, etc. C'est vraiment un dispositif unique en France. Bon, alors, j'entends bien que nous sommes un pays universel, que c'est formidable, les droits de l'homme, qu'il faut qu'on aide le monde entier, qu'on doit accueillir toute la misère du monde. Je sais que vous êtes très réticent à l'idée d'arrêter cette AME, notamment pour les étrangers. Je ne crois pas me tromper. Alors, je vais pouvoir préciser mes propos. Déjà, l'aide médicale d'État fait suite effectivement à un rapport qui est le rapport Évin-Stefanini. Et dans ce rapport, il y a un certain nombre de mesures et ce sont celles qui sont proposées par le gouvernement, par le Premier ministre, de pouvoir effectivement restreindre le panier de soins. Moi, je vous dis simplement, c'est une pompe aspirante, il faut le supprimer pour les étrangers. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Les étrangers en situation irrégulière, c'est ça l'important. Oui, mais c'est pour eux l'AME. C'est fait exprès. C'est bien ça, non mais c'est pas les étrangers en situation régulière, c'est les étrangers en situation irrégulière. C'est un dispositif qui est proposé aux étrangers en situation irrégulière. Mais il faut être prudent. Je crois que rien n'est blanc, rien n'est noir, et que globalement, on peut faire preuve de fermeté et d'humanité tout en étant, fraternel. C'est un signal. Bien entendu que c'est une pompe aspirante. Vous avez des gens qui ne viennent que parce qu'il y a l'AME. Je crois que dans ces sujets-là, c'est comme de partout, il faut tomber sur le juste équilibre. Il est clair qu'en termes d'humanité, quand quelqu'un, et moi je l'ai vu pendant les 25 ans où j'étais à l'hôpital, arrêtons ces faux débats de savoir si les gens vont être pris en charge ou pas. Il ne viendra pas s'il n'y a pas l'AME. Les patients sont pris en charge, quel que soit on continue de payer. Mais c'est dingue de ne pas être capable de trancher. Moi aussi, je trouve ça fou. On parle de situation irrégulière. On parle pas du durée. Pourquoi on n'arrive pas à supprimer cette aide ? Ce qu'a voulu évoquer le Premier ministre hier, c'est que je crois qu'on est dans une situation budgétaire particulière, et c'est le sens des propos que vous évoquez. C'est que cet effort que tout le monde finalement comprend qu'il va être une nécessité d'être fait, doit être fait par tout le monde, par les ultra riches, par les patients en situation, les patients en situation 0,01%, les patients en situation irrégulière. Mais vous êtes très socialiste finalement. Non, mais vous me laissez pas finir mes propos. Mais parce qu'on devine la fin de la phrase. Non, parce que je crois que il y a besoin de faire preuve de fermeté et d'humanité. Et je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant à travailler en termes de dispositifs, c'est ça sur quoi je voulais finir, mais vous m'avez pas laissé finir. C'est pas tant l'aide médicale d'État, le sujet, c'est les titres de séjour pour soins. Et ce qui est vraiment négatif, c'est qu'on utilise un titre de séjour pour se faire soigner. Donc je pense que il est proposé de renforcer les conditions d'attribution de cette aide médicale d'État avec des ententes préalables, avec les revenus globaux du foyer, et puis surtout de renforcer les contrôles. Et on va terminer le chapitre à AME avec les mots de François Bayrou. C'était ce matin sur BFM. C'est une mesure de bon sens. Lorsque vous demandez des efforts aux Français, il n'est pas possible que le sentiment que les Français éprouvent, c'est que eux doivent faire des efforts et les étrangers, puisque aide médicale d'État, c'est destiné aux étrangers, pas possible que tout le monde n'y soit pas associé. Par exemple, il y avait dans la liste des soins de la balnéothérapie. C'est pas normal, c'est pas raisonnable. On découvre des choses effectivement. Mais complètement. Il y a le recollement des oreilles, il y a l'anneau gastrique. Oui. PMA, il y a la PMA aussi. Bon, en tout cas, vous avez donné votre sentiment. Non, mais je vais le redonner clairement. Ce que je ne veux pas, moi, en tant que ministre de la Santé, c'est qu'on ne fasse pas preuve d'humanité. Il y a des personnes en situation irrégulière en France. Quand elles présentent un problème médical, les personnes sont prises en charge et on ne va pas demander aux équipes soignantes, aux urgences, médecins, infirmiers qui reçoivent quelqu'un qui fait un AVC, un infarctus, vous avez vos papiers. Ce n'est pas le travail des soignants. Les soignants doivent
doivent s'occuper des patients. Par contre, il faut que les dispositifs qui sont mis en place d'humanité ne soient pas appel d'air, et ça c'est ce qui a été montré par le rapport Evin-Stefanini, et ça permet aussi de pouvoir aussi limiter Monsieur le ministre, pardonnez-moi de vous le dire, mais je vous écoute, fermeté et humanité, je pense que ça fait au moins 30 ans qu'on entend exactement la même chose. Et ça ne fonctionne pas. Moi, je veux bien que vous disiez fermeté et humanité. Je constate simplement que l'on reçoit sur notre sol des gens qui, aujourd'hui, de plus en plus, visiblement, pas tous, heureusement, nous veulent du mal. Donc c'est quand même un peu embêtant d'avoir des pompes aspirantes pour des gens qui au final nous veulent du mal. Ce que veut dire Monsieur Neuder, c'est que c'est pas aux soignants de régler ça. Oui, mais ça on a compris. La solution se trouve où ? Vous avez dit quelque chose qui est fort exact, madame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ça soit la France qui fasse face tout seul à cette situation-là. On connaît ce sujet particulièrement bien. Et surtout qu'on soit accusé d'être de droite ou d'extrême droite quand on n'est pas pour ce dispositif, c'est très désagréable. Non, mais je crois que c'est pas une question de droite, d'extrême droite. C'est pas ce sujet-là. C'est le sujet que nous sommes dans une situation où tout le monde doit faire des efforts, et je pense que tout le monde doit faire des efforts. Eh bien, c'est vrai que quelqu'un il y en a qui en font depuis 40 ans des efforts. Moi, j'ai un peu mal. J'en ai un peu assez. Moi, j'ai plus envie de faire d'efforts, en fait. Quelqu'un qui n'a jamais cotisé, ça peut être choquant, et je l'entends parfaitement, que effectivement, il obtienne tout gratuitement. Donc, je crois qu'on partage cette vision-là, mais il ne faut pas qu'on tombe dans des visions populistes. Il y a des gens qui ont le sentiment que ce sont toujours eux qui font les efforts, les salariés notamment, les salariés qui payent beaucoup d'impôts, donc ils en ont marre d'entendre, il faut que tout le monde fasse des efforts, parce que effectivement il y en a d'autres qui n'en font pas du tout. C'est pas qu'il faut que tout le monde, il faut que ça soit juste. Oui, bah écoutez, je pense que c'est le système fiscal français, il n'est pas très juste, si vous me permettez. L'imposition est déjà très très élevée pour les entreprises, pour les particuliers, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels je voulais vous interroger. Ces arrêts de travail qui sont en forte augmentation depuis la crise sanitaire et qui sont dans le viseur du gouvernement et de la sécurité sociale. Depuis le 1er septembre, leur prescription est donc encadrée par de nouvelles règles. Les arrêts maladie font officiellement leur mue. C'est-à-dire qu'en mars dernier, l'assurance maladie avait annoncé un changement de taille. À partir de juin 2025, tout salarié malade devra obligatoirement passer par un arrêt de travail plus sécurisé. Parce qu'on connaît tous des gens qui ont des... Mais écoutez, on le voit. C'est pour ça que le réel, il nous saute aux yeux. On voit des gens... Et c'est courant dans les entreprises. Ils ont un entretien, par exemple, avec leur chef, ça se passe mal, boum. On a tous entendu. Mais c'est pas puisque c'est comme ça, je vais me mettre en arrêt de travail. Je rappelle quand même que les arrêts de travail, c'est aussi la richesse dans le système social. C'est quand vous êtes malade réellement constaté par un médecin que vous pouvez. Mais bien entendu, mais on va y venir. Vous avez pas, c'est pas vous qui décrétez de vous mettre en arrêt de travail. C'est une prescription médicale. Et là aussi, c'est encore un effort collectif. Les employeurs, les salariés, les médecins, c'est un dispositif qui ne doit pas être dévoyé. Donc le premier acte qui dévoie beaucoup, c'est la falsification des arrêts de travail, parce que vous pouvez acheter sur le dark web des arrêts de travail falsifiés. Donc là, on a suffisamment maintenant de systèmes de protection pour pouvoir avoir des ordonnances infalsifiables, des arrêts de travail infalsifiables. Il faut naturellement renforcer le contrôle. Il faut aussi que chacun se montre citoyen et ne pas solliciter en permanence. On le voit bien quand on regarde les téléconsultations. Quand on regarde les téléconsultations, on voit que certains patients arrivent jusqu'à faire 10 rendez-vous jusqu'à obtenir l'arrêt de travail. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il y a des mesures. Là encore, c'est toujours des sujets qui sont extrêmement sensibles. Il va falloir pouvoir maintenir notre système social. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'abus sur ces sujets-là. Les déserts médicaux, on dit il n'y a plus de médecins et la formation médicale, le numerus clausus, je ne sais pas où c'en est. Je vous ai déjà cité plusieurs fois parce qu'il se trouve que je suis concerné assez directement. Je l'ai aboli le 16 juin dernier au Sénat. Mais pourquoi 18 juin. Bon, alors j'entends bien, mais les déserts médicaux, c'est un vrai. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est une des principales préoccupations des Français. Numéro 1. Principalement. J'étais là ces derniers jours en Lozère. J'étais hier dans l'Aude. C'est la principale préoccupation des Français. Je crois qu'il y a des besoins. On voit bien que pour former un médecin, il faut 10 ans. Donc il faut simplifier la formation, raccourcir. Raccourcir. Pourquoi pas? Il faut se poser ces questions-là. Vous êtes le premier qui dit ça. Vous trouvez que c'est trop long? Je pense que c'est une question qui est à se poser. Je pense que quand on regarde la durée de nos études par rapport à d'autres pays européens, il y a peut-être quelques années à Par exemple, vous êtes cardiologue. Oui. Combien d'années? Moi, c'est 10 ans plus 2, donc ça fait 12 ans. Mais à partir de quand vous avez gagné votre vie?
Vous commencez à gagner votre vie à partir de la 4e année quand vous êtes externe, mais c'est très modeste. Vous gagnez vraiment votre vie quand vous êtes en 7e année, quand vous êtes interne. Là, vous êtes interne, et dans ces cas-là, quel est le salaire? C'est un salaire un peu plus élevé que le SMIC? Oui, mais c'est pas quelque chose qui récompense votre durée d'études. Vous êtes en transition. Mais je suis d'accord, mais au bout de 7 ans, vous avez quand même un salaire qui peut être là. Donc vous avez fait 12 ans d'études. Vous pensez que, par exemple, on peut gagner 2 ans? C'est difficile, en fonction des spécialités, mais je pense que peut-être sur les premières années, on pourrait gagner du temps pour pouvoir effectivement différencier plus rapidement les profils. Je suis pas persuadé, c'est comme de partout, c'est pas parce que plus vous mettez d'argent dans la santé, mieux vous êtes soigné, plus vous allongez la durée d'études, mieux vous formez vos médecins. Je pense qu'on a besoin de les former davantage sur les terrains et sur les territoires. Et ces jeunes gens qui sont obligés, parce qu'on peut pas redoubler médecine, je le rappelle. Est-ce que vous regrettez cette nouvelle mesure? On ne peut plus redoubler la première année de médecine. Je n'ai jamais été favorable avec cette mesure, donc moi je suis très défavorable. Est-ce qu'elle change? Alors on a voté la suppression du numérus, le fameux numérus, le 18 juin dernier. Les décrets sont au Conseil d'État. Donc j'espère que pour la rentrée prochaine, on va permettre à tout étudiant français qui désire faire des études de médecine en France, puisse pouvoir redoubler. Donc ils vont revenir. Ceux, par exemple, ceux qui seront en deux choses différentes. Par exemple, en Espagne, ils auront le droit de revenir? Alors moi, je le souhaite. Ce qui a été voté le 18 juin, c'est ce qui leur permet de revenir. C'est-à-dire qu'on a entre 5 et 15 000 étudiants français qui n'ont pas pu justement faire leur médecine en France, qui sont partis à l'étranger faire leur médecine. Je les ai moi-même accueillis dans mes services, puisque j'avais des petits grenoblois qui font médecine en Roumanie et qui viennent faire leur Erasmus en France. Donc on marche sur la tête, donc la France a besoin de reprendre en main son système de formation. C'est une question de souveraineté. 54% de nos dentistes sont formés à l'étranger, donc ce n'est pas acceptable. Tu te dis, mais qu'ont fait nos dirigeants depuis 40 ans? Je veux dire, moi, ça fait 9 mois. Ouvrir le capot, toujours la même expression, mais tu te dis, mais qui a piloté la médecine en France? On avait une des meilleures médecines du monde, on avait une des meilleures écoles du monde, on a une des plus mauvaises écoles du monde, et maintenant on a une des plus mauvaises... On n'a pas une des plus mauvaises médecines d'ailleurs, mais en formation, parce que tous ceux qui... Je pense qu'il y a besoin de revoir la formation, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place, et j'espère qu'à la rentrée prochaine... Et un peu moins d'administration sans doute. Paraît-il qu'à la PHP, qui est le premier employeur de Paris, de l'Île-de-France, vous avez un tiers des gens qui ne voient jamais un malade. Un tiers des gens. Donc ils ne sont que dans des fonctions administratives. C'est sans doute trop. Moi je pense qu'il y a besoin de simplification, de débureaucratiser tout ça. Ah oui, je suis d'accord, mais personne ne le fait. Bon, vous avez un président de la République qui est en place depuis 8 ans, il ne l'a toujours pas fait. Je crois que ça fait partie des mesures qui nécessitent une certaine stabilité. J'étais ce matin à la Fédération hospitalière de France, justement sur l'université d'été. Je pense que nous avons besoin, quelle que soit la couleur politique des uns et des autres, de faire des réformes structurelles. Mais encore une fois, je vous le dis, Pascal, moi je suis très modeste sur tous ces sujets-là. J'étais le 4e ministre en 2024. Mais vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre au quotidien? Parce que vous êtes hyper sympathique et on voit bien que vous vous rendez compte en fait qu'il y a un problème et que ça dysfonctionne complètement. Mais on attend combien de temps? On est dans ce studio, on est au moins déjà 3 personnes à être concernées par des enfants qui veulent faire médecine et qui vont se retrouver en Roumanie ou en Belgique ou en Espagne parce que tout en ayant le niveau, ils vont pas pouvoir faire leur étude en France. Pardon, mais c'est une loi que j'ai fait voter en 2023 quand j'étais député. J'ai pu la faire passer en 2e lecture au Sénat au mois de juin et j'espère l'appliquer au mois de septembre. Et l'instabilité politique est là. Merci en tout cas de votre bonne volonté. Ça fait plusieurs fois que vous venez au micro d'Europe 1 et manifestement vous êtes un homme de bonne volonté. Mais l'héritage Kouchner, l'héritage Touraine, l'héritage Véran, je sais que vous n'allez pas dire du mal des gens, mais moi je le dis pour vous. C'est vrai que l'administration médecine, c'était les enfants de Kouchner qui pilotaient la médecine ces dernières années. Et c'est pas une réussite, on va le dire comme ça.